Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Message à la nation du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouvellement installé dans ses nouvelles fonctions. Un message qui intervient la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Le chef de l'État a parlé de vivre ensemble, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Il a annoncé des réformes du système électoral et judiciaire. Vous l'entendrez dans ce journal. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a entamé officiellement ce mardi 2 avril un troisième mandat de 6 ans à la tête du pays. Réélu en décembre dernier avec 89,6% des suffrages, les réformes économiques, la protection sociale et le développement urbain sont ses axes prioritaires pour continuer à redresser l'économie nationale fortement ralentie depuis 2022. Et puis, champion d'Afrique en titre et pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, le Maroc part avec des arguments solides vers la compétition qui va se dérouler du 11 au 21 avril prochain à Rabat. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est adressé à la nation mercredi soir à la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays. Le chef de l'État a annoncé des mesures fortes, notamment la réforme du système électoral avec le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, des réformes qui vont être mises en place dans tous les secteurs après les concertations avec les acteurs concernés. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF Les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral notamment, le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. Le chef de l'État sénégalais a également prôné une gouvernance vertueuse qui passe selon lui par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des transactions financières illicites, mais aussi la protection des lanceurs d'alerte. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a aussi annoncé une mesure d'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même,
L'exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé officiellement ce mercredi 3 avril un troisième mandat de 6 ans à la tête du pays. Au pouvoir depuis 2014, le chef de l'État égyptien a récolté 89,6% des suffrages. Son avènement à la tête du pays intervient dans un contexte de graves tensions régionales et d'importantes difficultés économiques. Il est notamment engagé en faveur du progrès socio-économique et du renforcement de la démocratie. Mudredi Amou. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a entamé officiellement le 3 avril 2024 un troisième mandat de 6 ans à la tête du pays. Le 2 avril 2024, date d'expiration de son deuxième mandat, le chef de l'État âgé de 69 ans a prêté serment devant le Parlement au Caire. Le président al-Sisi s'est notamment engagé en faveur du progrès socio-économique et de l'évolution démocratique. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de soutenir fidèlement le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de défendre pleinement les intérêts du peuple et de sauvegarder l'indépendance et l'intégrité territoriale de la nation. Je promets devant Allah et vous que je resterai loyal dans mon travail en me concentrant uniquement sur vos intérêts et ceux du pays. Présentant son programme en 7 points pour son nouveau mandat, le président égyptien a réaffirmé sa détermination à œuvrer en faveur de la protection sociale, à travers notamment la création d'emplois, une éducation de qualité, des meilleurs soins de santé et le programme Logement pour tous les Égyptiens. Le dirigeant prévoit également d'engager d'importantes réformes institutionnelles, avec un accent sur une plus grande implication des jeunes, la discipline budgétaire, la sécurité, l'optimisation des ressources du pays, l'autosuffisance alimentaire, les énergies renouvelables, l'augmentation des investissements et le renforcement du rôle du secteur privé dans le développement. Ces dernières années ont montré que le chemin de l'édification d'une nation n'est pas pavé de roses. Entre les tentatives terroristes dans le pays, les crises mondiales soudaines à l'étranger et les guerres féroces autour de nous, je réaffirme mon engagement à poursuivre le chemin de l'édification de la nation et à répondre aux aspirations du peuple égyptien dans la construction d'un État démocratique moderne qui excelle dans les domaines de la science, de l'industrie, du développement urbain, de l'agriculture, de la littérature et des arts. Le président al-Sisi souhaite stimuler la contribution des secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du transport, du commerce, des TIC et du tourisme à l'économie égyptienne. Il entend également permettre à son pays de maintenir son rôle dans la promotion de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement. À la tête de l'Égypte depuis 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un nouveau mandat en décembre 2023 avec 89,6% des suffrages. Les amendements constitutionnels de 2019 ont permis au chef d'État de briguer 3 mandats consécutifs au lieu de 2 et des mandats prolongés de 4 à 6 ans. Le troisième et dernier mandat constitutionnel du président al-Sisi prend fin en 2030. Dans le reste de l'actualité, une nomination inédite et historique, Judith Toulouka Sumoa est devenue ce lundi 1er avril la première femme à occuper le poste de Premier ministre en République démocratique du Congo, proche collaboratrice du président Félix Tshisekedi. Elle succède à Jean-Michel Samalou Kondé à ce poste. Elle sera chargée de mettre en œuvre les engagements du second mandat du président Félix Tshisekedi, notamment concernant les défis sécuritaires et particulièrement dans la zone est du pays. Marie Raphaëla Tolo.
Le 1er avril 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé Judith Suminwa Tuluka au poste de première ministre et devient la toute première femme à occuper ce poste dans le pays. La chef du gouvernement, qui aura 57 ans en octobre, sera chargée de mettre en œuvre les engagements du second mandat du président Félix Tshisekedi, fait des défis sécuritaires, en particulier à l'est du pays. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Jusqu'à sa nomination, Judith Suminwa était ministre d'État, ministre du Plan dans le gouvernement Sama II. Originaire du Congo central, elle a eu la charge de piloter le programme de développement local des 145 territoires dans ce gouvernement. La nomination survient plus d'un mois après la démission de Jean-Michel Sama Lukonde le 21 février 2024. Je voudrais remercier Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. La nouvelle première ministre de la RD Congo a à son actif plus de 20 années d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité. Une saison musicale au Cap-Vert, la 10e édition de l'Atlantic Music Expo, s'est ouverte à Praia, la capitale, ce lundi 1er avril. Cet événement culturel national dont la première édition s'est tenue en 2013 est axé sur la promotion de la musique capverdienne. Le thème de cette année 2024 porte sur la formalisation du secteur de la musique, la problématique du statut d'artiste et les avantages de la créolité dans le domaine musical. Lefty Ounou. L'Atlantic Music Expo bat son plein du 1er au 4 avril 2024 à Praia, la capitale du Cap-Vert. Organisé depuis 2013 dans l'archipel par le ministère de la Culture et la municipalité de Praia, cet événement réunit des professionnels de la musique et des artistes, jeunes talents de la musique de l'archipel et des festivaliers d'Afrique et de tous les côtés de l'océan Atlantique. L'édition 2024 porte sur le thème durabilité et formalisation, notamment la formalisation du secteur de la musique, la problématique du statut de l'artiste et les avantages de la créolité sur l'écosystème de la musique et de l'événementiel. On a 26 performances, 26 artistes qui vont jouer. On a 11 internationales et 15 nationales, mais aussi on a des différentes nationalités, presque 35 nationalités différentes, du délégué et aussi des journalistes internationaux qui sont ici. La 10e édition, c'est une édition de célébration. On a fait un hommage aux fondateurs, mais c'est surtout la célébration de la musique mondiale. À travers cette 10e édition de l'Atlantic Music Expo, des hommages ont été rendus aux précurseurs de l'événement ainsi qu'aux partenaires. Le mythique groupe musical traditionnel Anunorbo Quarteto, spécialiste de l'instrument musical traditionnel Simboa, a émerveillé le public par sa performance en hommage au grand compositeur capverdien Anunorbo. Ce rendez-vous international de musique révèle entre autres de jeunes artistes musiciens capverdiens et africains. Après 2017, le musicien Jocelyn Balou de la République démocratique du Congo et Borumba se produira le 4 avril 2024 au Palais de la Culture du pays. On va les renvoyer dans le fief de la rumba congolaise des années 40 aux années 70. Donc c'est un voyage qu'on va proposer au peuple capverdien et à tout le peuple qui vont nous suivre. Au programme, l'Atlantic Music Expo offre des scènes de musique urbaine, des DJ sets, des rencontres individuelles, un marché de rue en soirée, des conférences et ateliers pratiques entre autres.
De nombreux artistes musiciens se succéderont sur les scènes du festival avec une variété de styles musicaux dont la world music et les genres musicaux capverdiens. Près de 150 000 € ont été mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'édition 2024 de l'Atlantic Music Expo. À la page sport, champion d'Afrique en titre et pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal qui va se dérouler du 11 au 21 avril à Rabat, l'équipe nationale du Maroc souhaite pour sa 6e participation à cette compétition conserver son titre de champion pour la 3e fois d'affilée. Le sélectionneur Hicham Djiké et ses hommes comptent faire valoir entre autres leur expérience et l'avantage de jouer à domicile. Vainqueurs en 2016 et en 2020, les Lions de l'Atlas sont intraitables sur le continent depuis leur premier sacre. Mamadou Kane. Après avoir longtemps été dans l'ombre de l'Égypte durant les débuts du futsal en Afrique en 1996, l'équipe nationale du Maroc s'impose désormais comme une puissance assurée de ce sport sur le continent. Pour sa 6e participation à la Coupe d'Afrique du futsal, le royaume chérifien s'attend à conserver son titre de champion pour la 3e fois d'affilée. Vainqueurs en 2016 et en 2020, les Lions de l'Atlas sont intraitables sur le continent depuis leur premier sacre. Avec seulement une seule défaite concédée sur 10 matchs disputés en CAN, le rêve d'un 3e titre consécutif habite les esprits, surtout à domicile. Les Lions de l'Atlas ont l'occasion de s'imposer lors de cette CAN, en particulier parce qu'ils ont l'avantage du terrain et du public. Ils ont toutes les chances de leur côté pour remporter le titre continental pour la 3e fois. La position actuelle de l'équipe nationale de futsal n'est pas le fruit du hasard, mais d'importants efforts de la Fédération royale marocaine de football, des cadres techniques nationaux ainsi que des joueurs. 8e nation mondiale et première nation au niveau africain, le Maroc sera attendu à domicile pour s'imposer. L'équipe marocaine est logée dans le groupe A avec l'Angola, le Ghana et la Zambie. Pour bien préparer la compétition, les Lions de l'Atlas ont disputé plusieurs matchs amicaux depuis septembre 2023, dont 2 victoires face à l'Argentine, 7-0, et le Danemark, 8-1, et une face à l'Irak le jeudi 14 mars 2024 sur le score de 5-1. Cette évolution du Maroc dans le Gotha du futsal mondial est confirmée par la victoire ce 31 mars 2024 de son équipe B au tournoi de Vietnam. Angola était médaillé de bronze en 2020. Le Ghana était 2e dans la première édition qui a eu lieu en 1996. 3e participation de la Zambie à la CAN futsal. Et elle sera dans le groupe A avec le Maroc, l'Angola et le Ghana. Afin de défendre les couleurs du Maroc à la CAN de futsal 2024, le sélectionneur Hicham Djiké a fait appel à 16 joueurs dont 2 réservistes, Hamza Maïmoun et Reda Khiari. Parmi les convoqués figure Soufiane El Mesrar, capitaine, meilleur joueur et buteur de l'équipe marocaine. Il fait partie des 11 joueurs ayant déjà été sacrés champions d'Afrique au moins une fois, en plus du projet de remporter un 3e trophée. Leur présence aux côtés des jeunes joueurs sélectionnés vise sans aucun doute à préparer la relève. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.